Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. Donc, on parle d'une situation qui a cours depuis 2 ans, où il y aurait donc au moins 9 éducatrices et au moins 5 jeunes auraient été impliqués donc dans des... On rassemble ça sous le grand vocable d'inconduite sexuelle. Ça lève le cœur. Il n'y a pas d'autre mot, là. Ça lève le cœur. L'abus sexuel par des personnes en pouvoir, là, c'est intolérable. Intolérable. Dans tous les milieux. Next Tuesday, you have to stand up and you have to tell Kamala Harris that you've done a terrible job. Kamala, you're fired. Get out. Get out. You're fired. Voici Patrick Lagacé. Lundi, le 28 octobre. Merci d'être là. C'est froid ce matin. Moins 4 présentement. Belle journée ensoleillée à l'horizon. 5 degrés. Après, les prochains jours, c'est une météo yo-yo. Ça va se réchauffer. Donc, la météo est un peu indécise. Demain, mardi, ciel variable, 12 degrés. Et mercredi, 22 degrés selon Environnement Canada. Ce sera nuageux avec des éclaircies. Et jeudi, le jeudi de l'Halloween, il n'y aura pas de casse-tête pour les parents. On sait que ça peut être froid parfois à l'Halloween. 23 degrés. Donc, c'est une météo un peu, disons, yo-yo, comme je disais. Je commence le tour d'horizon de l'actualité avec une nouvelle qui est sortie sur le site de Radio-Canada ce matin à 4 heures. Le ministre Lionel Carman qui a demandé à la grande patronne de la DPJ de démissionner. Elle s'appelle Catherine Lemay. Elle est la directrice nationale de la protection de la jeunesse, également sous-ministre. Elle était en poste depuis 3 ans environ. Et là, ces derniers temps, il y a 2 scandales qui ont secoué la DPJ. D'abord, il y a cette histoire dans la Mauricie, centre du Québec, où on a appris qu'il y avait une sorte de système de préjugés qui faisait en sorte que des enfants qui n'auraient pas dû être mis en adoption ont été mis en adoption. Ça soulève toutes sortes de questions de cruauté systémique. Tu te fais enlever ton enfant, ça se peut que tu sois un parent qui a des défis, mais quand on juge que parce que tu étais adolescente, on a décidé que si tu es maintenant visé par le DPJ comme mère, ben ça, c'est un critère suffisant pour t'enlever ton enfant. C'est un problème. Il y a une enquête qui est en cours là-bas. Et là, la semaine passée, vendredi, cette histoire, dans la presse, dans Le Devoir, dans le Journal de Montréal, il y a un centre de réadaptation pour jeunes adolescents criminalisés qui s'appelle Cité des Prairies. Mais là-bas, il y avait des adolescents et des éducatrices qui avaient des relations sexuelles. Tout ça, semble-t-il, sous le nez de surveillants qui étaient complices. C'est une histoire épouvantable. Vous avez entendu M. Carman dans le début de ce tour d'horizon qui disait « ça lève le cœur ». Il y a plusieurs implications, plusieurs enquêtes et le ministre Lionel Carman va être avec nous tantôt. Mais quant à Mme Lemay, qui va démissionner, là, j'imagine que c'est une formalité, va démissionner de son poste de directrice nationale de la protection de la jeunesse, elle va rester sous-ministre. C'est comme ça que ça fonctionne dans la haute fonction publique. Il y a beaucoup de gens qui se demandaient qu'est-ce qu'elle fait? Moi, je lui ai déjà posé la question à plusieurs reprises. Paul lui a posé la question le matin à plusieurs reprises. Vous faites quoi? Dans le réseau, il y a beaucoup de gens qui étaient déçus de la prestation de Mme Lemay. Mme Lemay était issue du réseau de la DPJ. Elle a fait carrière là-dedans. Elle avait de grands espoirs quand elle est arrivée. Ceci étant dit, est-ce qu'elle est responsable de tous les maux? Je ne pense pas qu'elle soit responsable de tous les maux de la DPJ. On va aborder ça avec le ministre Carman un peu plus tard. Il faut parler maintenant de ce qui s'est passé aux États-Unis, à New York, hier. Donald Trump, qui a décidé de faire un rallye à Madison Square Garden, le grand aréna, c'est là que jouent, par exemple, les Rangers de New York, à New York. Il n'y a aucune chance de gagner les votes électoraux, les votes du collège électoral de l'État de New York. Il est quand même allé. C'est sa ville, quand même, New York. Et l'expression qui s'impose, c'est un freak show. Écoutez, il y a Hulk Hogan qui était là, le lutteur des années 80, le lutteur de la WWF. Puis Hulk Hogan était dans son personnage avec sa camisole. Vous me pardonnerez, là, je trouve que c'est du grand guignol, personnellement. Et après ça,
le reste a été, encore une fois, un freak show. D'abord, il y a un humoriste qui était chargé de réchauffer la salle qui a trouvé que c'était une bonne idée de dire que de faire la blague suivante. Il a dit, écoutez, il y a un amoncellement de déchets dans l'océan qui s'appelle Porto Rico. Portoricains, c'est des Américains. Portoricains sont victimes de certains préjugés. Il est allé là. Et après ça, il y a plein d'autres personnes qui ont dit plein d'autres singeries. En plus de l'humoriste là, qui a qualifié Porto Rico d'île flottante d'ordures, il y a quelqu'un d'autre. Il s'est moqué, ce gars-là, des Hispaniques qui n'utilisent pas le contrôle des naissances, des Juifs en disant qu'ils étaient pingres, avares, des Palestiniens qui lancent des roches. Et il y a toute une sorte d'images stéréotypées aux États-Unis qui lient le melon d'eau aux Afro-Américains. Ben, il a fait des blagues là-dessus aussi. Il y a un autre orateur qui était là sur la scène qui a traité Kamala Harris il l'a comparé à une prostituée. Quelqu'un d'autre a dit que Mme Harris était l'antéchrist. Ça a été comme ça toute la soirée. Il y avait Elon Musk aussi, évidemment, grand supporter de M. Trump. Et M. Trump lui-même, évidemment, a fait un discours qui était, disons, assez brutal. Après ça, est-ce que ça va fonctionner? Je vous disais que M. Trump n'a pas de chance de gagner l'État de New York. C'est une chose, mais ça envoie une image de force, disons ça comme ça. Et encore une fois, il y a cet élément fascinant. Il ne paye jamais de prix pour ses excès. C'était vrai dans la campagne de 2016, ça a été vrai dans la campagne de 2020, et c'est encore plus vrai dans cette campagne-là, où il promet, par exemple, de la vengeance, de se venger de ceux qui l'ont critiqué depuis 4 ans. C'est quelque chose d'assez épeurant que j'ai jamais vu en politique américaine. Texte à lire dans la presse, chronique de Yves Boisvert, là. Yves, qui parcourt les États-Unis pour couvrir cette campagne électorale, il a parlé à Benjamin Belair. Il est le délégué général du Québec à Washington. C'est intéressant de voir la stratégie du Québec, qui est un peu celle du Canada, là, de se préparer au lendemain de la prochaine élection américaine. Et ce que M. Belair dit, c'est, écoutez, nous, on se prépare pour les 2 scénarios. Et dans les 2 scénarios, on essaie de ne pas faire l'erreur de se dire, pour les relations Canada-États-Unis, Québec-États-Unis, qu'importe l'identité de la personne qui va gagner, il faut se préparer à un environnement qui va être beaucoup moins favorable au libre-échange, beaucoup plus tendance protectionnisme. Et la stratégie du Québec, c'est beaucoup de faire valoir ses atouts dans la filière des métaux rares. Le scandinium, le niobium, le graphite, le lithium, etc. Ce sont des métaux qui sont recherchés et qui sont souvent fournis par la Chine. Donc, l'argument du Québec au lendemain de la prochaine élection pour, disons, atténuer le vent de protectionnisme qui souffle sur les États-Unis, ça va être de dire, écoutez, il y a 220 000 emplois américains qui sont liés aux échanges directs avec le Québec. On est un partenaire pour les métaux rares, pour les terres rares, donc, s'il vous plaît, épargnez-nous. C'est la stratégie. Est-ce que ça va fonctionner dans une deuxième administration de Trump s'il est élu? On verra tout ça. On va parler un peu plus tard à l'émission avec une journaliste française qui était là-bas au Madison Square Garden. Dossier intéressant dans la presse ce matin. Il y a cette idée qui circule au Québec, inspirée de l'Ontario, là, d'avoir un règlement, une loi, qui empêche des centres de ressources de sans-abri de s'établir à une certaine distance de CPE et d'écoles. Tout ça est une réponse, disons, au traumatisme dans le quartier sud-ouest, là, dans Saint-Henri, à Montréal, qui a vécu très difficilement l'arrivée de la maison Benoît-Labre. La maison Benoît-Labre aide des sans-abri, aide des personnes qui ont des problèmes de dépendance. Le problème, c'est que c'est une ressource qui est dans un quartier résidentiel et c'est une ressource qui dessert beaucoup de personnes sans abri. Ça cause des problèmes, on les a vus, il y a des incivilités, il y a des vols, il y a des enfants, parce que l'école est à côté, qui voient des choses que les enfants ne devraient pas voir. Donc,
Cette idée est née, pas juste au Québec, mais en Ontario aussi. On devrait avoir une distance tampon entre des CPE, des écoles et de ces ressources-là. Le problème, et c'est ce que fait la presse avec du journalisme de données basé sur des cartes géographiques, c'est que dans les 3 scénarios envisagés, 200 mètres de distance, 250 mètres de distance, 500 mètres de distance, il ne reste pas beaucoup d'endroits à Montréal où vous pouvez établir ces centres-là. Donc, il y a ce problème. Après ça, comment tu le règles? Il y a cette idée qui circule à Montréal, c'est d'avoir plus de ressources, mais plus petites. Tu attires moins de gens, donc le pari qu'on fait, c'est qu'il y aura moins d'incivilité. Et là, je sais que c'est une question sensible. Je sais que c'est une question qui est complexe aussi. Toute la gestion du nombre grandissant de sans-abri. Et je ne peux pas m'empêcher, cependant, de lancer une sorte d'avertissement aux gens du communautaire. Dans le communautaire, on semble avoir fait le pari qu'on s'en fout de l'effet sur les résidents. Il y a au centre-ville, je me souviens, là, les propos de quelqu'un relié à l'organisme Cactus qui répondait aux gens qui disaient essentiellement, écoutez, on est tanné que les gens qui viennent chercher une ressource, qui viennent chercher des services d'injection, quand ils ne sont pas au centre, bien, ils viennent casser nos vitres, rentrer dans nos immeubles, voler sur nos balcons, puis faire leurs besoins dans les couloirs. Bien, la réponse de Cactus, essentiellement, c'était « vivez avec ». Et là, il y a dans ce dossier de la presse sur ces centres dont on ne sait pas où les mettre, des centres de ressources pour les sans-abri, une dame qui s'appelle Marie-André Pinchot-Mathieu. Elle est coordonnatrice du regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal. Et elle a dit, écoutez, le secret d'une bonne cohabitation, c'est de garder confidentiels les endroits où s'installent les ressources. Donc, pas de consultation, pas d'avertissement. Tu te réveilles un matin, puis il y a un centre d'injection à côté. Tu te réveilles un matin, puis au bout de la rue, on a soudainement là, une nouvelle ressource pour les sans-abri. Écoutez, juste souligner une affaire. Je l'ai dit souvent, trop de tolérance va tuer la tolérance. Et les gens du communautaire, et je sais que vous faites un travail qui est essentiel, qui est difficile, je le sais. Mais soyez un peu éveillés politiquement et socialement. Lisez ce qui se passe ailleurs. Sur la côte ouest, aux États-Unis, en Colombie-Britannique, trop de tolérance a fini par tuer la tolérance. Trop de tolérance a fait en sorte qu'il y a des politiciens qui n'ont pas des idées très, très ouvertes sur ces enjeux-là, qui sont soudainement portés au pouvoir. En Colombie-Britannique, on est encore en train de dépouiller les votes là, pour l'élection provinciale. Il y a un gouvernement qui était très tolérant, le NPD. Bien, il y a quelques mois, ils ont découvert que c'était pas très accepté de voir des gens se shooter partout avec tous les problèmes sociaux qui viennent avec. Et la montée du Parti conservateur qui était moribond dans cet État-là, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait qu'il y a des gens qui se disent, dans le Parti conservateur, nous avons profité de cette tolérance-là. Les gens étaient tannés de voir des sans-abri partout, faire toutes sortes d'incivilités qui ne sont pas sanctionnées. Ça a permis au Parti conservateur de capitaliser là-dessus. Et c'est une des raisons pourquoi le Parti conservateur de Colombie-Britannique a fait une remontée et est revenu à la vie. Je vous le dis, il était moribond. Donc, les gens du communautaire, les élus aussi, je le sais que c'est difficile, mais si vous continuez à vous foutre des gens qui sont autour de ces ressources-là et de leurs préoccupations légitimes, vous allez créer un terreau politique où la répression va être acceptée. Et ça va être 10 fois pire que ce que vous pensez être une situation difficile présentement. Je veux revenir sur la semaine passée. Il y a 2 grimpeurs qui sont montés, on le sait, dans le pont Jacques-Cartier et ils ont paralysé la circulation là, pendant de nombreuses heures à Montréal. Ça a été l'enfer pour beaucoup de gens. Et je précise ici, je ne nie pas les changements climatiques. La planète se réchauffe. Il y a des défis épouvantables. C'est existentiel, je suis d'accord. Ceci étant dit, je l'ai mentionné la semaine passée, chronique de Paul Journet dans la presse, il y a une étude scientifique qui montre que quand il y a des moyens comme ça qui emmerdent les gens, qui perturbent leur quotidien, tout ce qu'on fait, c'est que les gens bouchent leurs oreilles, ferment les yeux et se fâchent contre ces méthodes-là.
ça ne fonctionne pas. Je pense que ce qui fonctionne, malheureusement, c'est de s'impliquer en politique et de changer des politiques publiques. C'est moins spectaculaire que bloquer un pont, que bloquer un aéroport, mais je pense qu'à la fin, c'est notre seul espoir. Mais là, il y a ces 2 manifestants qui ont été emprisonnés et le juge ne les a pas libérés d'office après qu'ils aient comparu. Vous allez rester en prison à Bordeaux jusqu'au 31 octobre, jusqu'à jeudi. Donc, ça fait à peu près 1 semaine d'emprisonnement. Et là, il y a un de ces prisonniers qui a décidé d'entamer une grève de la faim. Ne mange plus depuis samedi. Écoutez, c'est son choix, mais je veux juste dire, quand tu fais de la désobéissance civile, ça se peut que ce soit déplaisant. Ça se peut que ça se passe pas comme prévu, que tu sortes pas le jour même du palais de justice sous les holas, sous les applaudissements de tes camarades. Donc ça, c'est une chose. Je comprends que les conditions de détention à Bordeaux sont pas le fun, mais il fallait y penser avant. Deuxième chose, c'est le communiqué de presse. Il y a un terme dans le communiqué de presse qui, personnellement, je dois vous dire, m'a fait lever un sourcil. Le collectif Antigone qui parle de prisonniers politiques. Je veux pas enlever rien à personne. Puis je veux pas dire que les changements climatiques ne sont pas graves. Ils le sont. Mais quand on pense à prisonniers politiques, on peut penser à du monde comme Alexei Navalny, le Russe, qui a été persécuté par Poutine et qui est mort en détention. Nelson Mandela, qui a fait des années, des décennies de prison en Afrique du Sud. Raif Badawi, en Arabie Saoudite. La définition de prisonnier politique, il y a une notion d'arbitraire là-dedans. Tu fais suer le pouvoir et on te cible toi. On cible ton mouvement. Personnellement, spécifiquement. C'est pas le cas des militants écologistes au Canada. Les lois sont les mêmes pour tout le monde. Si je monte dans la station, dans la structure du pont Jacques-Cartier au nom d'une cause X, je vais être arrêté et je vais probablement être envoyé à Bordeaux, surtout si par exemple, j'ai des antécédents, pendant quelques jours. C'est possible. Ça ne fait pas de moi un prisonnier politique. Parlons de la Société de l'assurance automobile du Québec maintenant. Nouvelle qui nous parvient de l'équipe d'enquête du journal Le Soleil. On sait qu'il y a des problèmes d'accès à la SAQ. C'est-à-dire que si vous essayez d'appeler, ben ça se peut que ça ne fonctionne pas. Justement, le journal Le Soleil, il y a quelques semaines, avait fait la démonstration en appelant. Tu essaies d'avoir la ligne, tu n'es jamais capable, tu te fais mettre en attente et après ça, la ligne décroche, il faut que tu rappelles. Et tout ça s'ajoute à tous ces problèmes avec les plateformes numériques de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAC-CLIC, qui, on le sait, là, a eu beaucoup de problèmes dans la dernière année. Mais là, Le Soleil nous apprend que dans une vingtaine de villes en région, d'ici le début du mois de décembre, on va fermer certaines journées de succursales. Pourquoi? Pour tenter de dégager des employés, pour les envoyer répondre aux appels téléphoniques, justement. Il semble que l'hiver dernier, de janvier à mars, là, la SAAC avait tenté un projet pilote en fermant 5 centres de services, une journée par semaine. C'était à Baie-Saint-Paul, Gaspé, Cap-aux-Meules, Lassar et Ville-Marie en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on va annoncer aujourd'hui, semble-t-il, du côté de la SAAC, qu'on va élargir la réduction des jours d'ouverture dans les points de service de 11 autres villes. Bécomo, Sept-Îles, Rivière-du-Loup, Matane notamment, Shawinigan, Roberval. Et là, ça hurle dans les régions. On cite notamment là, Tedford Mines, le maire qui est vraiment pas content de tout ça, Marc-Alexandre Brousseau, qui dit ça n'a pas de bon sens, pas capable d'offrir le service correctement, même son de cloche là, en Abitibi. Les problèmes à la Société de l'assurance automobile du Québec sont nombreux, sont récurrents et ils ne semblent pas se régler. Le Journal de Montréal qui rapporte que, vous savez, ces fameuses formations en construction, on a offert des formations payées pour attirer des candidats, 750 $ par semaine, formation accélérée dans différents corps de métier. Et là, ce qu'on apprend, c'est que y a 2 personnes qui ont témoigné au journal, des dizaines et des dizaines de CV envoyés. Là, eux, ils opèrent de la machinerie lourde. Personne ne veut les embaucher. Personne ne veut les embaucher et ils sont convaincus qu'il y a une sorte de préjugé parce qu'ils ont fait une formation accélérée. Et un des échos qu'on reçoit, c'est qu'il y a, oui, des employeurs qui se disent, écoute, j'ai besoin de main-d'œuvre, mais je suis pas sûr que j'ai besoin de main-d'œuvre qui a été formée à la va-vite
par des considérations politiques et qui ont, disons, une certaine réticence à embaucher. Là, vous avez ces deux témoignages-là de gens qui ont fait la formation et qui ne sont pas capables de se faire embaucher. C'est une nouvelle tuile pour le programme. Il y a quelques semaines, la première tuile, c'était quoi? C'est qu'on apprenait qu'il y a des gens qui ont fait la formation, disons, sur une fesse, en bon québécois. Fait qu'il allait pour réclamer le 750 par semaine, mais il n'avait pas l'intention de la finir, se faisait payer. Et le gouvernement n'a pas prévu, comme ça a été le cas avant ça pour les préposés aux bénéficiaires, une sorte de carotte au bout du bâton, ou une sorte de bâton au bout de la carotte, appelez ça comme vous voudrez. Mais pour les préposés, ce qu'on avait dit, c'est un système de bourse. Tu fais la formation, tu t'engages à travailler pendant 1 an, et si tu ne travailles pas pendant 1 an, ben tu vas devoir rembourser la bourse. Il n'y a aucune balise, aucun garde-fou pour ce qui est des emplois, des formations en emploi en construction. Vous pourrez lire ça dans le Journal de Montréal. En terminant, nouvelle vraiment intéressante et choquante, c'est dans la presse. 2 pédophiles qui ont quitté le Canada avant de recevoir leur peine. Dans les 2 cas, c'est un texte là, de Louis-Samuel Perron. Dans les 2 cas, il s'agit de gens qui ont immigré au Canada, qui ont eu leur citoyenneté, qui ont leur passeport, le procès se déroule et dans les 2 cas, ils sont reconnus coupables et avant de recevoir leur sentence, disparaissent. Moi, je pensais que quand tu déposais ton passeport, puis pour les crimes graves, là, où il y a des risques de fuite, on est obligé de déposer le passeport, ça t'empêchait de partir. Ce que je pensais, c'est que quelque part dans le système des aéroports canadiens, aux frontières, il y a un petit drapeau rouge qui se levait quand votre nom apparaissait si vous étiez visé par des conditions comme ça. Il semble que non. Il semble que ce soit facile de s'en aller et il semble que quand on a peut-être un autre passeport parce qu'on a la double citoyenneté, bien, c'est encore plus facile. Vous pourrez lire ça dans la presse. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Lionel Carman s'est dit dégoûté la semaine dernière par le scandale sexuel révélé par des médias là, au centre de réadaptation Cité des Prairies où des éducatrices ont eu des contacts de nature sexuelle avec des mineurs criminalisés. C'est un autre symptôme d'une organisation, la DPJ, qui manifestement a d'immenses problèmes. Et on a appris ce matin que la directrice nationale de la protection de la jeunesse, la sous-ministre Catherine Lemay, s'était fait demander de démissionner. Lionel Carman, ministre responsable des services sociaux, est en studio. Monsieur Carman, bonjour. Bonjour, Monsieur Lagacé. On va commencer avec cette nouvelle de Radio-Canada ce matin. Vous avez demandé que Catherine Lemay, la directrice nationale de protection de la jeunesse, démissionne. Pourquoi? Bien, écoutez, c'était une décision difficile. Catherine Lemay a fait des bons services ces dernières années. Là, on a travaillé ensemble sur beaucoup de projets. Mais là, on est rendu à un moment charnière. Là. Cet été, on a lancé le grand chantier des centres jeunesse. C'est probablement un endroit où il va y avoir le plus de décisions difficiles à prendre et on n'était plus rendu sur la même longueur d'onde de Mme Lemay et moi. Qu'est-ce que vous lui reprochiez? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait qu'elle aurait dû faire? Bien, je pense que la tendance était plutôt de négocier, de travailler pour améliorer les choses alors qu'on est rendu à un moment donné où vraiment il faut prendre des décisions tranchantes. Par exemple, la tutelle qu'on a mise la semaine dernière en Mauricie-Centre du Québec. Est-ce qu'elle était d'accord avec ça? L'enquête policière que l'on a lancée pour Cité des Prairies. Donc, des décisions qui sont quand même difficiles. OK, on va décortiquer. Commençons. Là, il y a eu le scandale qui a ébranlé les Québécois la semaine passée, le scandale sexuel à Cité des Prairies, qui est un centre de réadaptation pour jeunes criminalisés. Sinon, si on recule le curseur d'à peu près 2 semaines, là, il y a eu en Mauricie-Centre du Québec la révélation d'un rapport dans la presse, enquête qui montre qu'on a mis en adoption des enfants qui n'auraient probablement pas dû être mis en adoption. Il y avait des approches rétrogrades, des critères qui étaient complètement loufoques qui ont été appliqués pour enlever des enfants à des mères, à des familles qui ne méritaient pas de se faire enlever. Est-ce que, je sais que cette DPJ est en tutelle, est-ce que Mme Lemay voulait la mettre en tutelle?
Mais Mme Lemay travaillait sur des mesures administratives. Mais pas de mise pour en améliorer tutelle. les choses. Donc, c'est moi qui ai insisté pour la tutelle. Je pense que ce qui m'a le plus choqué dans cette situation-là, c'est que dans les dernières années, Mme Lemay et moi, on a mis sur pied beaucoup de mesures en amont pour aider les parents, pour améliorer les choses, pour éviter justement, par exemple, ce qu'on appelle les retraits à la naissance, là, les alertes bébés. C'est interdit depuis 2023. Mais ça, c'était une pratique que les cas qui nous ont été rapportés, c'était exactement ça. Donc, je pense qu'on n'avait pas d'autre choix que de mettre la DPJ sous tutelle. Et on attend le rapport final de la CDPDJ et probablement que d'autres actions seront prises à ce moment-là. OK. Je veux qu'on parle justement de Mauricie, Centre du Québec. Comment c'est possible qu'en 2024, 2023, il y ait des DPJ qui enlèvent des enfants comme ça selon des critères qui ne sont pas aux normes, qui ne sont pas reconnus? Mais écoutez, l'enquête, elle est de 2021 à 2023. Oui. Puis les retraits à la naissance, c'est une pratique de longue date à la DPJ. Puis c'était une pratique parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Mais vous aviez envoyé le mémo qui n'était pas supposé de se faire. Exact. Puis on a mis d'autres options en place. Mais je vous pose la question. Si vous avez envoyé le mémo comme ministre qu'il ne fallait pas faire ça, pourquoi ça se faisait encore? Bien, parce que les directives ne se rendent pas nécessairement tout le temps sur le terrain. Il y a des décisions qui sont prises par les gestionnaires locaux et c'est pour ça que le rôle de la directrice nationale est si important. Elle parle aux intervenants chaque semaine, aux DPJ à chaque semaine. C'est à elle de nous rapporter ça et d'agir avec nous là-dessus. Mais c'est comme si la machine, puis j'ai l'impression de parler à Christian Dubé, c'est comme si la machine n'écoutait pas le ministre. Ben, c'est la même machine. Donc, ça, c'est une des problématiques. Mais encore une fois, c'est important que les directives se rendent et on avait la chance d'avoir une directrice nationale qui est supposée jouer ce rôle-là. Et au niveau des centres jeunesse, j'avais l'impression qu'il y avait une gestion locale qui n'écoutait pas la directrice nationale. Donc là, vous allez remplacer la directrice nationale de la protection de la jeunesse par quelqu'un d'autre. Ça va être qui? Bien, j'ai besoin de quelqu'un qui est beaucoup plus vocal, quelqu'un qui est beaucoup plus présent, qui est prêt à expliquer les décisions qui sont prises et les rôles que doivent jouer les centres jeunesse. Mais M. Carman, ça donne un peu le vertige quand même aux Québécois d'entendre ça parce que Mme Lemay, dont vous avez demandé la démission, c'est une femme qui connaissait le réseau. Elle est issue du réseau. Elle a grandi, si on veut, dans le milieu de la DPJ. Même elle n'a pas pu infléchir le cours des choses. C'est un peu effrayant. Mais Mme Lemay était pleine de bonnes intentions. Là. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup au cours des dernières années. Mais là, il va falloir prendre des décisions difficiles. M. Lagacé, c'est ce que je dis. Il va falloir changer des gens. Il va falloir changer la culture de la protection de la jeunesse. C'est pas un problème de sommet de la pyramide, quand même. Le problème est plus profond que ça, là. Absolument. Il faut changer la culture de la protection de la jeunesse. On a mis dans la loi les jeunes au centre de la loi. Oui. Il va falloir l'appliquer, M. Lagacé. OK. Il y a toute la question de Cité des Prairies. Cité des Prairies, pour situer les gens, là, c'est un centre de réadaptation à Montréal, des jeunes sous la protection de la DPJ, mais qui sont criminalisés, et souvent des crimes lourds. Et ils sont dans un milieu fermé, et il y a des échanges sexuels avec 9 éducatrices. 5 jeunes, 9 éducatrices, je pense, probablement avec la complicité de surveillants. À quel moment vous l'avez su? Je l'ai su il y a 2 semaines. Donc un peu avant que ça paraisse dans la presse et dans les autres médias. Exact. Puis, est-ce que vous jugez que vous l'avez su au bon moment? J'aurais aimé avoir tous les détails bien avant, M. Lagacé, pour pouvoir agir bien avant. Quand vous l'avez su, ça faisait combien de temps que l'enquête était en cours? L'enquête a été débutée au mois de septembre, donc ça faisait un bon 2 mois, là, plus d'1 mois. C'est-tu normal que le ministre le sache pas? Bien, c'est exactement une des problématiques qu'on a soulevées. Est-ce que Mme Lemay le savait? Mme Lemay l'a su plus tôt, effectivement. Puis elle vous l'a pas dit? Bien, écoutez, M. Lagacé, ce qu'on veut, là, c'est on a pris des décisions importantes et c'est important là, d'avoir agi, d'avoir lancé une enquête policière aussi. Qui devait être faite. Oui, parce que là, il y a une enquête administrative, mais comme ces femmes-là avaient un lien d'autorité envers ces jeunes-là, qui sont mineurs, il y aura probablement des accusations d'agression sexuelle. Ça, on verra l'enquête policière. Mais là, vous avez plongé dans le dossier, j'imagine, M. Carman, là, vous avez vu les faits, là. Comment ça se fait que dans un centre de réadaptation, on peut avoir des éducatrices qui ont des relations sexuelles avec des jeunes au vu ou au su de tout le monde
et que ça sorte pas. Comment ça se... Expliquez aux gens qui nous écoutent, là, c'est quoi les dessous de cette affaire-là? Bien, moi, je pense qu'il y a un problème gestionnaire local qui ont été suspendus d'ailleurs. Et au bout de l'enquête, on va falloir prendre des décisions importantes là-dessus. Mais mon inquiétude, M. Lagacé, c'est qu'il y a un système. Vous savez, il y a des recrutements de jeunes au niveau du crime organisé. Et est-ce que ça se passe en centre jeunesse? J'ai fait un appel à tous. Nous, on va aller au fond de cette histoire-là. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, M. Lagacé. Mais si c'est un système qui a été capable de se protéger, là, vous demandez au système de dire s'il y a d'autres problèmes comme ça dans d'autres centres. Vous le saurez pas, là. Bien, écoutez, j'ai lancé un appel à tous. Je le relance aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est qu'on a lancé une enquête policière qui va nous donner plus de détails sur ce qui se passe à Cité-des-Prairies. Mais justement, sur Cité-des-Prairies, il y a l'enquête policière, OK, mais il y a l'enquête administrative. Qui a sollicité qui? C'est-tu les gars qui sollicitaient les éducatrices ou c'est le contraire? Comment c'est arrivé? Bien, j'ai pas les détails, M. Lagacé. Mais vous devez avoir un peu de détails, là. Non, j'ai pas les détails de ce qui s'est passé. Mais oui, mais c'est quand même des choses qui demeurent confidentielles. Mais il y a eu une enquête en cours. Je peux pas m'avancer sur ce qui est dit. C'est vrai que les gars payaient les éducatrices? J'ai pas de confirmation. Mais avez-vous entendu des informations à cet effet? Mais ça sent pas bon, M. Lagacé. Est-ce qu'il y a un système qui est en place, géré par des gens qui veulent recruter des jeunes, ou est-ce que c'est des jeunes criminels qui jouent là-dedans? C'est pour ça qu'il faut vraiment aller au fond des choses. On sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre à la DPJ à plein de niveaux. M. Carman, est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé à Cité-des-Prairies, ça peut être un symptôme de pénurie de main-d'œuvre? Je m'explique. On met des éducatrices auprès d'une clientèle difficile qui, en d'autres temps, il y a 10 ans, 20 ans, n'aurait pas eu à travailler, par exemple, avec cette clientèle-là. Est-ce que ça se peut? Écoutez, on dit qu'il y avait ça même des éducatrices dans la trentaine qui étaient impliquées. Donc, c'était pas un manque d'expérience. J'entends qu'il y en avait dans la vingtaine aussi. Mais oui, moi, je suis prêt à changer les règles. Il faut que ce soit d'un certain niveau. Il faut avoir du personnel. D'expérience. Mais M. Lagacé, il faut faire les bons choix. Le personnel qui n'est pas à sa place, il va falloir qu'ils aillent ailleurs. Mais M. le ministre, je comprends. Le personnel qui n'est pas à sa place doit aller ailleurs. Mais si on n'a pas de personnel, on est peut-être pogné avec du monde qui ne devrait pas travailler dans le système aussi quand on a une pénurie de main-d'œuvre. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui sont bien intentionnés dans le réseau. Il va falloir les mettre à la bonne place, M. Lagacé. Et je suis sûr qu'on peut trouver du monde pour combler ces postes-là. OK. Autre dossier sur lequel je veux vous entendre, M. Carman, là, ça touche le vivre ensemble entre les sans-abri puis les résidents. On sait qu'il y a plusieurs ressources. Il y a de plus en plus de sans-abri, donc de plus en plus de ressources qui doivent s'établir un peu partout, notamment à Montréal. Et là, dans la presse aujourd'hui, il y a un dossier sur les zones d'exclusion. On a vu qu'en Ontario, là, il y a maintenant une distance minimale entre des écoles, des CPE, des garderies, puis des centres pour sans-abri de toutes sortes. Vous avez trouvé que c'était une bonne idée. La distance que vous prévoyez favoriser, c'est quoi? Pour le moment, on regardait 200 mètres, mais j'ai demandé la même carte interactive pour décider quelle est la meilleure distance. Puis c'est surtout les centres de consommation supervisés qui sont dans la mire, ainsi que les centres de jour. Comme Benoît Labre dans le sud-ouest. Exactement. Donc, c'est pas tous les refuges. Là. Nous, on cible surtout les centres de consommation supervisés et les centres de jour. OK, 200 mètres. Selon les scénarios de la presse, 200 mètres, là, si on prend juste l'île de Montréal, il n'y a pas beaucoup d'endroits, il n'y a pas beaucoup de quartiers où on va pouvoir accueillir de ces ressources-là. Exactement. Donc, il va falloir y travailler encore. Si on avait la solution, je l'aurais déjà sortie. On est en train de regarder toutes les options et on devrait statuer, j'espère, le plus rapidement possible. Mais une chose que je dois dire, M. Lagacé, c'est que dans le contexte dont on parle, au début, on parlait justement de regarder les distances des centres de consommation supervisés. Là, je veux élargir le spectre d'un potentiel projet de loi. J'examine la possibilité de travailler sur un projet de loi qui permettrait de sortir les itinérants toxicomanes de la rue. De les sortir de force? Non, de les sortir en déployant des services appropriés à travers le Québec pour eux. Mais il y a cette idée qui circule ailleurs au Canada, des gens qui commettent des méfaits, qui ont des problèmes de consommation, s'ils le font en répétition, on va les forcer à se faire soigner. Est-ce que ça, c'est sur votre radar? Non.
Moi, je n'appuie pas ça. Moi, ce que j'appuie, c'est si jamais il y a sont dangereux pour eux ou pour les autres, ça, si on parle de la P38, oui, il faut intervenir, mais on ne peut pas forcer les gens à soigner. Ce qu'il faut, c'est leur offrir des services qui sont en continu avec un accompagnement. En terminant, M. Carman, il y a ce dossier de la presse, là, je le soulignais là, justement, sur la cartographie de ces zones d'exclusion potentielle là, pour avoir une distance entre les centres qui aident les sans-abri et les CPE, les écoles. Et on sait qu'il y a beaucoup de réticence à avoir de ces centres-là là, depuis quelque temps à Montréal. Et il y a Marie-André Pinchot-Mathieu, elle est coordonnatrice du regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal. Elle a dit on ne devrait même pas consulter les gens. Non seulement on ne devrait pas consulter les gens, mais, je la cite, le secret d'une bonne cohabitation, c'est de garder confidentiels les endroits où vont s'installer les ressources. Qu'est-ce que vous pensez de cette posture-là? Bien, ça, je suis en total désaccord. Je pense que ça a été un des problèmes à la base avec Maison Benoît Labre. Parce que quand je suis intervenu, que j'ai rencontré les gens du quartier, que j'ai rencontré l'école, que j'ai assis tout le monde à la même table que Benoît Labre, il y a eu quand même une certaine accalmie. Il y a encore du travail à faire, mais c'est important. J'ai fait la même chose avec Sainte-Bibiane. D'ailleurs, je vais visiter aujourd'hui Sainte-Bibiane. Ça c'est l'église dans Rosemont qui va être transformée en centre d'accueil, de résidence pour des sans-abri qui sortent de la rue. Exactement. Et ça, le message n'était pas bien passé. Quand j'ai parlé au comité citoyen, et là, je vais visiter avec Cap Saint-Barnabé aujourd'hui et la ville. Là, il y a une ouverture pour ce genre de centre-là. Ce qu'il faut dire, Monsieur Lagacé, c'est que la problématique actuellement, c'est que nos refuges sont pleins de gens qui sont prêts à aller en logement. La solution pour sortir de l'itinérance, ça demeure le logement. Et il n'y en a pas assez. Et il n'y en a pas assez. Monsieur Carman, merci beaucoup. On va avoir l'occasion de s'en reparler. Ce sont des dossiers qui sont, disons, loin d'être réglés. Merci, bonne journée. Merci à vous. Lionel Carman, le ministre délégué à la santé et aux services sociaux. Des commentaires francs et directs. Voici Patrick Lagacé. Le candidat à la présidence, Donald Trump, a fait un coup de force hier. Il a réuni des milliers de personnes à Madison Square Garden, c'est le grand aréna de New York, dans Manhattan, pour faire parader toutes sortes de personnages qui l'appuient. Ça a été un rassemblement, disons-le, un peu bizarre, haut en couleur, disons, à son image. Elisabeth Guedel, correspondante à New York pour Canal+ et CNews, était au rassemblement hier. On l'a rejoint à Manhattan. Madame Guedel, bonjour. Bonjour. Bien, peut-être nous raconter quels sont les moments qui ont marqué, selon vous, la soirée hier. Écoutez, c'était effectivement un moment que Donald Trump voulait important, puisque c'est vers la fin de sa campagne, même si aucun n'a remporté l'État de New York en 40 ans. Il voulait passer par sa ville natale. Et on a eu effectivement des intervenants hauts en couleur. Il y a eu le comédien Tony Hinchcliffe qui a dénoncé avec violence les politiques démocrates. Il y a avoir déménagé au Texas après avoir vécu 20 ans en Californie. Il a surtout fait des blagues racistes. Et ça a été le ton de la soirée dès le début. Oui, ça se voulait drôle sur les Hispaniques, notamment qualifiant Porto Rico de territoire d'île flottante d'ordures au milieu de l'océan, ce qui n'a pas été bienvenu dans la salle, d'autant que la communauté portoricaine est importante à New York. Il faut aussi moquer des Afro-Américains. On a entendu le commentateur très conservateur Tucker Carlson se moquer des origines de Kamala Harris, la candidate démocrate et jamaïcaine par son père et indienne par sa mère. Il y a aussi le conseiller de longue date de Donald Trump, Stephen Miller, l'architecte de la politique migratoire dure de l'ancien président, qui a répété que l'Amérique était pour les Américains et les Américains seulement. Des insultes, beaucoup de vulgarité également envers Kamala Harris, présentée tantôt comme une prostituée par un homme d'affaires proche de Donald Trump, comme le diable. Ça, c'est un ami d'enfance du candidat républicain qui l'a dit en brandissant un crucifix. Sid Rosenberg a lui insulté Hillary Clinton. Vous savez, la candidate malheureuse face à Donald Trump en 2016, qualifiant le Parti démocrate de dégénéré, n'hésitant pas même à qualifier de nazi cette réunion politique au Madison Square Garden. Bref, beaucoup de propos choquants, violents, mais la salle n'a pas toujours rigolé. En fait, elle était peut-être moins extrémiste que certains intervenants sur la scène. Ça m'amène à ma prochaine question, Mme Guedel. Quand, par exemple, Mme Harris a été traitée on a fait le lien entre elle et une prostituée, comment la foule a réagi à Madison Square Garden?
Écoutez, encore une fois, ça n'a pas été bien pris dans la salle. Il n'y a pas eu de rire ou d'excitation au moment quand les propos étaient particulièrement insultants ou violents. On sent que le public à New York, même s'il y avait beaucoup de gens qui venaient d'autres États, de la Pennsylvanie, d'autres États de la côte Est américaine, ça a moins pris que dans certains endroits aux États-Unis où ce genre de blague aurait peut-être provoqué plus d'enthousiasme. Et ça a été assez surprenant. En fait, les gens étaient venus vraiment pour Donald Trump plus que pour ses intervenants. Merci beaucoup, Mme Guedel. Bonne fin de couverture aux États-Unis. Merci beaucoup. Merci. C'était Elisabeth Guedel, correspondante à New York pour Canal+ et CNews. Des commentaires francs et directs. Voici Patrick Lagacé. On parlait maintenant de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ. On sait que la SAAQ a eu beaucoup de problèmes ces derniers temps avec sa plateforme numérique notamment, mais aussi sur les délais qui sont assez considérables quand on essaie de parler à un être humain au téléphone. Et si vous appelez à la SAAQ, ça risque d'être difficile. Le Soleil démontrait ça avec son équipe d'enquête il y a quelques semaines. Ben là, le journal récidive, et c'est le journaliste Marc Allard qui nous apprend ça, là. On va diminuer des journées d'ouverture dans une vingtaine de villes en région d'ici le début du mois de décembre. Pourquoi? Parce qu'on veut dégager du personnel pour qu'ils répondent justement au téléphone. Et en région, je vous le dis, je me fie au texte du Soleil, ça hurle. Il y a des gens qui sont vraiment pas contents. Claire Bolduc est la préfète de la MRC de Témiscamingue. Elle fait partie de ces gens qui hurlent fort. Madame Bolduc, bonjour. Bonjour, et non, je crie pas si fort que ça, mais fermement, on dénonce cette décision de la SAC. Vous faites bien. Expliquez-moi comment ça vous a été communiqué, cette décision de la SAC. Je vais rappeler d'abord qu'on a fait partie, la ville de Ville-Marie, le territoire témiscamien, était un des territoires visés par la première étape du projet pilote. Alors, l'année dernière, de janvier à mars, on a fermé le bureau de la SAAQ les lundis pour permettre de désengorger, que les employés du bureau ici travaillent et contribuent à désengorger le système de la SAAQ pour l'ensemble du Québec. Et nous, on a constaté que c'était un enjeu parce que les gens, par exemple, ne travaillent pas que le lundi et ils arrivent devant une porte close à la SAAQ. Et c'est le seul bureau dans un rayon de 150 km. On dessert des gens de Belle-Terre qui sont à 80 km. On dessert les gens de Témiscamingue qui sont à 90 km. Et le prochain bureau de la SAAQ, quand on part de Ville-Marie, il est à 150 km à Rouyn-Noranda. Alors, on a trouvé l'exercice particulièrement odieux et je rappelle que la première étape, c'était 5 villes dans les régions. C'est maintenant encore le cas. Pour les villes concernées, c'est toutes des villes de région. C'est toutes des villes de région. Puis, Mme Bolduc, je sais qu'en Abitibi, les distances étant ce qu'elles sont, les gens sont... En Abitibi-Témiscamingue, pardon. Je sais que les gens sont habitués à faire des grandes distances, là, je comprends. Mais ce que vous me décrivez là, c'est un peu absurde à sa face même. C'est absurde à sa face même. Quand on a été contacté, on a suggéré aux gens de la SAAQ de maintenir à tout le moins une personne qui réponde aux gens qui se présentent au comptoir, de prévenir la population que cette journée-là, les services peuvent être plus lents parce qu'une seule personne répondra, mais de maintenir qu'une personne au moins réponde à la clientèle locale. Ça n'a même pas été considéré. On devait nous revenir en disant on va ramener la proposition. On n'a jamais eu de nouvelles. La dernière fois qu'on a rencontré les gens de la SAAQ, je rappelle que la directrice de notre bureau ici, son bureau à elle est à Gatineau, Madame Julie Camiran. Et dans le contexte, on a reçu Madame Camiran avec l'ensemble des préfets de la région, l'ensemble des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue, pardon. Et Madame Camiran n'est jamais revenue sur la demande qui avait été exprimée très clairement par les préfets. C'est malheureux, c'est vraiment déplorable. Moi, je pense à des personnes les personnes qui ont besoin... On ne peut pas prévoir que quelqu'un va décéder ou que qu'un véhicule brise. Il y a des choses qui sont prévisibles. Il y en a plusieurs qui ne le sont pas. Et on laisse une population en plan. Vous me direz que c'est une journée semaine? Ben, cette journée-là peut compter beaucoup dans la vie de quelques personnes. Et je mentionne que nous, on constate
que les services se réduisent de plus en plus dans nos régions, alors qu'on paye les mêmes taxes, les mêmes impôts partout ailleurs. Bien, Mme Bolduc, vous m'amenez sur mon prochain point. Je regarde la liste là, des villes qui vont participer à ce projet-là, la réduction des jours d'ouverture. Là. En plus des villes chez vous en Abitibi-Témiscamingue, Bécomo, Sept-Îles, Rivière-du-Loup, Matane, je ne ferai pas la liste au complet, mais c'est toujours loin des grands centres. Il y a comme une iniquité. C'est toujours loin des grands centres et toujours pour désengorger le système. On nous dit qu'il y a des gens de partout au Québec qui interviennent dans le système. Alors, est-ce que le système est approprié? Je ne sais pas, là, mais avant le passage à SACLIC, est-ce qu'on avait rencontré ce genre de grandes problématiques-là? Je ne pense pas. Les gens chez nous ne se plaindront pas à la SAC. On est un petit milieu. C'est 16 000 personnes, le Témiscamingue. C'est 16 000 personnes qui se connaissent pas mal tous. Alors, si les gens sont insatisfaits, c'est pas à la SAC qui vont se plaindre, c'est pas à leur bureau de la SAC qui vont se plaindre. Par contre, les élus, le maire de Ville-Marie, là où est le bureau, moi, comme préfète, on les reçoit, ces plaintes-là. On les reçoit, ces gens-là, qui se sont révélés sur une porte fermée. Moi, je suis allée à la SAC quelques fois. Je constate qu'à toutes les fois où j'y vais, il y a des personnes qui attendent pour le service. C'est jamais un bureau vide. C'est jamais un espace vide. Qu'on me dise que les gens ont apprécié l'exercice, je peux comprendre. Qu'on me dise que ça justifie qu'on ferme le bureau à l'ensemble de la population témiscamingaine pour une journée semaine parce que ça aide ailleurs au Québec, ça, je ne le comprends plus. Et je ne veux plus le comprendre. En terminant, Mme Bolduc, la ministre responsable de la Société de l'assurance automobile du Québec, c'est Geneviève Guilbeault. Avez-vous un message à lui envoyer? Oui, s'il vous plaît. Arrêtez de nous calculer, arrêtez de nous évaluer comme X personnes, donc on peut régler le problème et les services en temps de jour. Arrêtez de nous calculer. Desservez-nous. C'est de ça dont on a besoin. On n'est pas des citoyens de second ordre, alors on a droit au même service qu'ailleurs au Québec. Merci d'avoir été avec nous, Madame la préfète. Je vous souhaite une bonne journée dans le Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur Lagacé. Bonne journée. Des commentaires francs et directs. Voici Patrick Lagacé. Sur la thématique automobile, je vous ai demandé tantôt de m'écrire votre difficulté. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter de petits véhicules. Si vous allez dans les cours des concessionnaires, c'est de plus en plus difficile. Il y en a de moins en moins. Si vous êtes en voiture présentement, regardez autour de vous. Pas beaucoup de voitures. On est beaucoup dans le véhicule utilitaire sport, les véhicules intermédiaires, etc. Mais quand on compare à il y a 15-20 ans, là, il y a beaucoup de gros véhicules sur les routes. La presse avait un dossier là-dessus en fin de semaine. Et quelqu'un m'écrit, j'ai un fils qui commence à conduire. C'est vraiment pas évident de trouver une petite voiture, petite et aussi abordable. Et de plus, avec les gros VUS, c'est pas évident d'apprendre à conduire. Notre ami Benoît Charette, chroniqueur automobile, auteur du livre L'annuel de l'automobile 2025 et aussi animateur du balado Ça tient la route, est au bout du fil. Salut Benoît! Salut Patrick! Benoît, pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de gros véhicules et de moins en moins de petites autos? Parce que les gros véhicules, c'est plus payant pour les constructeurs. C'est aussi simple que ça. Il n'y avait pas une marge bénéficiaire assez intéressante dans les petits véhicules pour que les compagnies continuent de les produire. Pas parce qu'ils n'étaient pas populaires. Là. On a enlevé des véhicules comme la Honda Fit qui se vendait très bien, la Nissan Micra qui se vendait très bien. Et là, on remplace ça par des petits utilitaires. Mais des petits utilitaires, ça ne répond pas aux besoins de tous. Il y a des gens qui ont juste besoin soit d'un deuxième véhicule pour l'adolescent de la maison, de la maison, ou juste pour aller travailler, c'est-à-dire aller du point A au point B, revenir à la maison. Il y a des gens qui font peu avec la voiture, puis qui n'ont pas besoin de plus grand que ça. Et là, le problème que ça amène, c'est que ces véhicules-là étaient les plus abordables sur le marché. Donc, par la même occasion, ça a fait augmenter le prix moyen des véhicules. Et comme le prix moyen des véhicules augmente, les gens, maintenant, beaucoup ne vont même plus voir dans le neuf quand ils ont besoin d'un véhicule. Ils vont voir dans l'occasion parce qu'ils n'ont juste pas les moyens d'acheter un véhicule neuf.
ça crée un parc automobile où les gros véhicules sont surreprésentés. Ça crée aussi un parc automobile qui devient plus dangereux pour les piétons. Tu sais, pas besoin de te faire un dessin, Benoît. Tu te fais accrocher à 30 km/h par une Yaris, tu as plus de chances de t'en sortir un peu amoché que si tu te fais frapper par un VUS petit ou gros, là. Ah, tout à fait. Le poids fait la différence parce que c'est dans le poids, oui. Et la hauteur aussi de l'avant du véhicule. Hauteur, effectivement, c'est des véhicules qui sont plus imposants, donc qui peuvent potentiellement être plus dangereux, c'est clair. Et dans l'électrique, il y a quelqu'un qui m'écrit que c'est particulièrement vrai. La personne me dit, je pense qu'il y a peut-être 3 modèles de berline électriques sur le marché. Est-ce que c'est juste une impression que cette personne-là a? Non, il n'y en a pas beaucoup, effectivement, parce que, bon, évidemment, la mode est au VUS. Et comme les véhicules électriques, c'est encore, je dirais, assez récent sur le marché, ben on n'a pas d'historique derrière qui mène à 2-3 générations auparavant. Fait que les compagnies sont allées directement avec ce qui est à la mode, c'est-à-dire des VUS, puis on s'est lancé là-dedans. Tu sais, on peut considérer un Ioniq 6 comme une berline. On peut considérer le Genesis G80 électrique, bon, qui est une copie, en fait, du modèle à essence en version électrique. Ça aussi, c'est une grande berline, mais c'est une berline pareille. Mais il y en a peu. On va ramener la Bolt pour l'an prochain, donc qui va aussi être un petit véhicule électrique. On pourrait considérer le Kia Niro EV comme une voiture, parce que ça ressemble plus à une familiale, mais la grande majorité emprunte les lignes à des modèles de VUS. Là. Dernière question. Il y a quelqu'un qui m'écrit, on a essayé de trouver une Yaris, un petit véhicule, là, ça fait 6 mois, introuvable. S'il y en a, c'est des vraies poubelles, Benoît, et très dispendieuses. Oui, bien, c'est l'offre et la demande, Patrick. C'est un modèle qui est reconnu pour être fiable. Même un Yaris qui a 6, 7, 8 ans a encore quelques bonnes années devant elle sans trop d'entretien. Mais le problème, c'est que les gens qui les vendent le savent. Et comme il y a peu d'offres et beaucoup de demandes, ben il arrive quoi? Le prix est élevé. C'est très difficile de trouver des petits modèles parce que là, il faut bien comprendre, là, ça fait déjà quelques années qu'il n'y a plus de Yaris sur le marché. Donc, quand on a des modèles dans des versions compactes qui n'ont pas été là depuis 5-6 ans, ben les modèles les plus récents qu'on trouve, c'est ça, ont déjà cet âge-là. Mais maintenant, là, tu sais, le fameux 10 000 $ qu'on avait pour un véhicule d'occasion, là, faut reculer maintenant de 7-8 ans minimum pour arriver à trouver quelque chose d'intéressant à ce prix-là. Là. Intéressant et un peu décourageant. Benoît, merci, c'est toujours un plaisir. Ça marche, Patrick. À bientôt. À la prochaine. C'était Benoît Charette, chroniqueur automobile. Merci à tous ceux qui nous ont écrit là, des témoignages sur la messagerie au 98-985. Des commentaires francs et directs. Voici Patrick Lagacé. Vous arrivez d'où? Paris. Il y a 6 mois, je prenais un verre avec mon conjoint, puis il s'est effondré devant moi. Oh non, respire! C'est quand même long, un silence de 10 ans. Je sais que je t'ai fait de la peine. T'as répondu à aucun de mes messages, en faisant comme si l'amitié avait jamais existé. Vous revenez pour de bon ou... Ça, il faudra me reposer la question après que j'ai revu ma mère. C'est ma fille qui m'a pas donné de nouvelles pendant 10 ans. Tu pourrais peut-être leur dire combien de temps ça t'a pris avant de réaliser que j'avais émigré? 1 an? 4? Connaître les raisons de votre départ du Québec. Mauvaise rupture. On a reconnu la voix, notamment et principalement de Julie Le Breton, une de nos plus grandes comédiennes, qui s'illustre dans le retour d'Anna Brodeur. Elle est en studio, c'est sur la plateforme Crave. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci, Patrick, de me recevoir ce matin. On dirait que Catherine est là pour se joindre à nous, notre experte en culture. J'ai envie de dire d'abord on dirait que tu as aimé ça, jouer ce rôle-là. J'ai beaucoup aimé ça, jouer ce rôle-là. On a... Je sais pas, tu sais, souvent on tourne puis on dit ça va vite, puis mais j'avais vraiment l'impression qu'on travaillait bien. On a travaillé fort, on a travaillé bien. La matière première de Richard Bleimer était déjà une espèce de terrain de jeu extraordinaire dans lequel on pouvait plonger. Fait ça a été un été de très, très grand plaisir. Puis tu sais, un personnage qui est plein de failles et de carences, qui prend pas les bonnes décisions, c'est tout le temps mais le fun de se mettre les dents là-dedans pour une actrice. Et c'est le fun pour le spectateur aussi. Ça raconte quoi, Anna Brodeur, pour expliquer les gens qui n'ont pas vu nécessairement la bande-annonce et les épisodes qui vont être présentés en fait, on rencontre Anna qui doit revenir au Bercail, donc au Québec, après un exil de 10 ans à Paris, où elle a refait sa vie
et on va comprendre pourquoi elle est partie. On va comprendre aussi pourquoi elle doit absolument revenir. Elle a 46 ans, elle n'a pas de travail, elle n'a plus d'amoureux. Elle repart à zéro, quoi. Puis c'est comme à une période de la vie où on se dit que les choses commence à être pas pire établi. Là, tu sais, mettons, on est comme, on s'enligne sur des rails qui sont bien ancrés, mais là, c'est pas du tout le cas, fait que ça vient avec son lot de problèmes. Et aussi, Anna doit faire face à des relations qu'elle a laissées derrière de façon très, très cavalière, si on peut le dire ainsi. Et ça rattrape toujours ces relations-là quand ça on peut pas fuir nos problèmes dans la vie. Il faut faire face, parce que sinon, c'est les problèmes qui finissent par nous rattraper. Moi, ce que j'ai aimé dans cette série, j'ai vu les 2 premiers épisodes comme plusieurs gens des médias, c'est qu'enfin, au Québec, on a une comédie qui se tient. Parce que ça fait longtemps, j'ai l'impression on est dans un palais de justice, on est à l'hôpital, on braille. Il y a beaucoup de police. Oui. Puis c'est correct. Puis, je veux dire, dans un écosystème télévisuel en santé, mais ça prend un peu tout ça. Mais il y avait un grand manque d'une comédie vitaminée qui fait du bien, où on n'est pas dans l'absurde, on n'est pas dans le loufoque, on est dans des relations humaines auxquelles on peut s'identifier avec les hauts et les bas qui viennent avec. Puis il y a vraiment quelque chose de très, très, très rafraîchissant là-dedans. C'est des gens qui sont bienveillants, qui se veulent du bien, mais qui, bon, parfois ont des... Qui sont humains, donc qui plein de failles. Humains, exactement. Mais tu dis que c'est le fun de mettre les dents pour une comédienne dans un rôle comme ça. Pourquoi? Ben parce qu'il y a de la matière, parce que tu peux pas... tu sais, moi, je dis tout le temps que la comédie, c'est du drame avec du punch. Je veux dire, Anna vit plein de situations qui sont relativement dramatiques, mais sa façon de vivre, de voir les choses, les conseils qu'elle reçoit autour d'elle, il y a quelque chose qui fait rire là-dedans. Puis de toute façon, même quand on est souvent dans le drame, à un moment donné, il y a des moments où on rit, il y a des moments de lumière dans tout ça. C'est ce qu'on oublie parfois dans la télé, à un moment donné, où on est dans des trucs un petit peu plus dark. Mais comme actrice, d'avoir des nuances à jouer, de pouvoir passer du rire aux larmes à l'intérieur d'une même scène, c'est un beau challenge, disons. Et c'est un show aussi avec beaucoup de générations, de différents types de personnalités aussi. Oui. C'est ce que j'ai aimé retrouver parce que c'est vrai qu'on mentionne souvent qu'au Québec, on a toujours les mêmes visages d'acteurs. Et là, on a laissé la chance à de jeunes acteurs également de participer à la série. Laisser la chance. En fait, ils ont gagné. Oui, ils sont extraordinaires. Puis ça a été le fun parce que c'était vraiment sur le plateau. T'avais Élise Guilbeault, Benoît McGuinness, Patrick Yvon. Puis là, t'avais cette espèce de pléthore de jeunes talents-là extrêmement lumineux, le fun, inventif, qui étaient là. Pour certains, c'est leur première expérience à la télé. Fait qu'il y avait les yeux grands ouverts, voulaient apprendre. Fait que pour moi, c'est super rafraîchissant d'arriver puis de travailler avec Jessica Larsen qui a les yeux comme ça puis qui gobe tout autour d'elle. Fait qu'il y avait vraiment quelque chose de super nourrissant pour moi d'avoir les espèces de 2 pôles d'expérience, mettons. Richard Blémaire signe cette série-là qui s'appelle Le Retour d'Anna Brodeur. Richard Blémaire, il y a quelques mois, a fait des déclarations sur l'industrie de la télé, Julie. Et il a dit... Il a expliqué que, oui, il y a certains visages qu'on revoit tout le temps en télé, des gars, des filles, mais c'est parce que ces gens-là travaillent bien, travaillent vite, etc. Et il t'a nommé. Il a reçu quelques tomates pour avoir osé dire quelque chose qui est une vérité dans le milieu, là. Comment tu as vécu d'avoir été nommé comme étant celle avec qui on veut travailler et que c'est pas surprenant qu'elle travaille? Bien, c'est sûr que c'était une posture un petit peu inconfortable pour moi. Bien sûr. Je reconnais le privilège que j'ai de travailler. Cela dit, je fais mon métier avec mon cœur, avec passion. J'ai pas envie de m'excuser de le faire non plus. T'as pas envie d'excuser de travailler? J'ai pas envie de m'excuser de travailler. Puis je suis pas non plus dans une posture où je peux faire « J'ai assez travaillé pour les 2 prochaines années. Je vais prendre un petit recul et laisser ma place à d'autres. » Non, on n'est pas aux États-Unis, hein? Non, mais même aux États-Unis, je veux dire, il y a un star system, il y a des espèces de locomotives qui traînent, c'est pas le bon mot, mais qui propulse des projets. Fait que c'est sûr que je pense que Richard aussi, cette chose-là a été prise un petit peu hors contexte. C'est une phrase qu'il aurait pu peut-être peaufiner davantage ou exprimer un petit peu mieux. Mais moi, c'est sûr que de là, j'étais comme... J'ai tellement d'amis autour de moi qui sont extraordinaires, qui travaillent moins. Comment ça s'explique? Je le sais bien pas. Mais Julie, quand même, tu fais la comparaison avec les États-Unis. Si tu as un premier rôle dans une série super écoutée, pensons à, je sais pas, Succession, quelque chose comme ça, il y a des comédiens pour qui leur carrière est faite avec les droits de suite, etc. Au Québec, il y a personne qui travaille beaucoup qui peut se dire « Je vais prendre un congé sabbatique de 5 ans ». Non, pas du tout. Même pas toi.
Non, pas moi. Et personne, en fait, tu sais, je veux dire, à moins que... Après ça, il y a des trucs qui vont être payants si tu fais de la publicité, si tu deviens le porte-parole de quelque chose. Je veux dire, ça, c'est des trucs qui peuvent peut-être te permettre de mettre des sous de côté, mais sinon, comme on est des travailleurs autonomes, on a besoin de travailler. Moi, je fais du théâtre aussi, fait que ça prend des gros blocs dans l'année où je vis en dessous du seuil de la pauvreté, parce qu'on s'entend que les gens qui ne font que du théâtre ne font vraiment pas beaucoup d'argent. Donc, j'ai besoin aussi de pallier à ça en tournant. J'ai le privilège de pouvoir le faire, mais on est très, très loin d'un modèle américain. OK, Julie Le Breton, explique-moi quelque chose. OK? Démystifie quelque chose pour moi qui n'est pas dans ce milieu-là. T'es pas la première comédienne, premier comédien à me dire « Puis je fais du théâtre, puis j'aime ça faire du théâtre, mais c'est vraiment pas payant. » Si c'est en dessous du seuil de la pauvreté, pourquoi tu le fais? Pour l'art, Patrick. Pour le plaisir de créer, pour être dans une salle de répétition où le temps s'arrête, puis soudainement, on découvre une humanité et on s'arrête pour en parler d'une façon où on n'a plus le temps de le faire. Le temps est complètement dilaté pour la rencontre avec le public, pour pouvoir être devant des spectateurs qui sont assis dans une salle noire où le téléphone ne vibre pas, où idéalement la montre intelligente est à off et où soudainement tu partages un moment qui est précieux, qui est rare et qui est plein de rituels. Puis ça n'existe plus. Fait que, je veux dire, pour toutes ces raisons, moi, ça me nourrit, j'ai besoin d'en faire, ça m'apporte un équilibre mental et aussi, ça me donne confiance. Si je suis capable de tourner comme ça, c'est parce que le théâtre m'a donné confiance et un peu validé un sentiment d'imposture que je peux avoir comme comédienne. Donc, le théâtre te rend une meilleure comédienne en général. Complètement. Il n'y a pas de filet au théâtre. Moi, j'ai vu Julie Le Breton, je lui ai mentionné tantôt à l'Espace Go, seule sur scène pendant plus d'1 heure. Ça demande, écoute, un talent exceptionnel, mais aussi, moi, j'ai envie de dire de l'audace. Mais tu sais, j'avais peur avant de jouer ce fameux solo-là. J'étais terrifiée à chaque soir en le faisant, mais à chaque soir, je chantais de là grandi. Puis il y a aussi le fait de se confronter à des œuvres qui sont pas dans une langue qu'on parle à tous les jours, qui sont de l'ordre de la littérature, qui sont de l'ordre d'une vision d'un auteur ou d'une autrice sur le monde, qui nous sortent de nous-mêmes et qui nous amènent dans l'empathie. Puis ça, je trouve ça super important. Julie, là, je vais te poser une question que, comme comédienne, tu vas peut-être trouver basic, là, mais Catherine évoque un monologue d'1 heure. Comment vous faites pour mémoriser ça? C'est vraiment plate. Il n'y a pas de recette. Je veux dire, c'est plate. C'est bien plate. Tu sais, moi, mon cerveau, là, il est optimal entre 7 et 9 le matin. Fait que je suis rendue, là, il était 34. Il est trop tard. Puis j'apprenais du texte. Puis là, j'apprenais du texte. T'es assis pendant des heures. C'est abrutissant. J'allais, tu sais, j'ai une maison au lycée de la Madeleine, fait que j'allais beaucoup là-bas. Après mon texte, je marchais sur la plage, ce que mon personnage fait dans la pièce. Je marchais puis je faisais du texte. C'est aliénant, c'est plate, mais il n'y a pas de recette miracle. Je suis désolée, j'aimerais ça vous dire mon fameux truc. C'est je vais dans le bain, je mets mon texte, il flotte puis ça rentre par osmose, mais non, ça marche pas. Mais tu sais que pour les civils comme nous, c'est un exploit qui est hallucinant. Mais si vous saviez à quel point c'est probablement la partie la plus niaiseuse et plate. Mais oui, tout le reste, c'est extrêmement difficile d'avoir les bons ressorts émotifs, d'avoir la compréhension du texte, d'avoir le rythme, d'avoir l'intelligence du propos, de pouvoir être dans l'émotion à chaque soir. Après ça, l'apprentissage, c'est comme quand on était jeune puis on faisait un exposé oral. Oui, mais comme le public mais aussi, qui parfois qui n'est pas toujours genre... Tu sais, moi, je vais au théâtre puis j'ai fait des montées de lait épouvantables. Le public est pas fin. Oh! Moi, j'ai des gens, écoute, à côté de moi, qui parlent au téléphone. C'est l'enfer. Des FaceTime. Ça mange des bonbons, du chocolat, des chips. Tombent, les fameuses gourdes en métal. Puis là, ça descend jusqu'à la scène. Oui, tu sais, je vais profiter de cette tribune pour vous demander un peu de silence au théâtre. OK, c'est quoi? Mais riez, respirez, vivez avec nous. Mais après ça, mettez vos machines à off. Merci. Au cinéma aussi, d'ailleurs. Mais Julie Le Breton, au théâtre... Tu l'as dit, tu as eu une réaction épidermique. Les gens ne l'ont pas vu, là, mais tu as dit « Ah, mon Dieu, c'est épouvantable ouais. ». Le pire moment d'impolitesse lié au bruit, ça a été quoi quand tu étais sur scène? En fait, c'est que je pense que les gens pensent qu'on ne les voit pas. Oui. Et que vous ne les entendez pas. Comme si on était dans une télé puis qu'il y avait un quatrième mur. Mais il n'y en a pas, c'est live. Ça, c'est une grande vérité que je vous annonce ce matin. Le théâtre, c'est live. Des gens dans la première rangée qui parlent, ils sont comme... Penses-tu que nanana, étais-tu... Ça, là, c'est l'ancienne blonde à Martin Matt. Tu sais, des affaires là. Ça, il y a beaucoup de okay. Ça te dérange plus qu'un cellulaire qui sonne? Tout ça, ça me dérange, Patrick. OK. Ouais.
Mais les montres intelligentes qui allument dans le noir, on pense qu'on les voit pas, mais on voit toutes. On est en hyper-vigilance sur scène, on voit tout, on sent tout, on perçoit tout. Okay. Je vous invite à venir me voir au TNM dès mars dans la pièce classique de Fanny Britt. Ça conclut bien l'entrevue. Julie, merci beaucoup. Merci. Bonne chance avec les projets artistiques et aussi le retour d'Anna Brodeur. C'est sur Crave. Merci Catherine de t'être jointe à l'entrevue.